de Clifford D.C. Mack, le père fondateur. Winston Kirby rentrait en coupant à travers la lande juste avant la tombée du jour et c'était, selon lui, l'heure qui faisait ressortir le plus favorablement la beauté du paysage. Le soleil sombrait dans la mousse écarlate des nuages et les premiers rayons de lumière, argentés, couraient sur les marécages. À certains moments, il semblait que l'éternité elle-même se tût et regardât en retenant son souffle. La journée avait été bonne et le retour aussi serait bon, car les autres l'attendraient devant la table dressée près d'un feu rougeoyant, des verres pleins à portée de la main. Quel dommage, pensa-t-il, que jamais il n'accepte de m'accompagner. Pourtant, ce soir-là, il en était plutôt heureux. Parfois, il arrivait qu'on eût besoin de solitude. Pendant près d'un siècle, à bord du vaisseau, pas un instant, il n'avait pu être seul. Mais c'était fini à présent, et ils pouvaient enfin s'installer, mener tous les 6 la vie qu'ils avaient projetée. Déjà, au bout de quelques semaines, la planète leur devenait familière. Dans les années à venir, elle leur offrirait un foyer, une chaleur qu'ils n'avaient jamais connue sur la Terre. Une fois encore, il se demanda, avec une stupéfaction toujours latente, comment il se faisait que la Terre les eût laissés s'enfuir. Il lui paraissait incroyable qu'elle eût permis à 6 de ces immortels de s'échapper d'entre ses griffes. La Terre avait un besoin réel, urgent, de tous ces immortels, et que non pas un seul, mais 6 d'entre eux eussent réussi à s'évader pour mener la vie de leur choix défiait toute logique. Voilà bien pourtant ce qui s'était passé. Il y avait dans tout cela, se dit Winston Kirby, quelque chose de bizarre. Au cours de leur voyage long d'1 siècle, ils en avaient souvent discuté, ils s'étaient interrogés aussi. Crawford Adams se prétendait, il s'en souvenait fort bien qu'il s'agissait de quelques pièges subtils, mais au bout de 100 ans, nul fait n'étant venu étayer cette théorie, on avait commencé à croire que Crawford Adams s'était trompé. Winston Kirby parvint au sommet de la colline dont il venait de gravir la pente douce et dans le crépuscule tombant, contempla le manoir. C'était à la fois le type de demeure dont il avait rêvé pendant des années et celui qui convenait le mieux au paysage, bien que les robots l'eussent construite beaucoup trop vaste. Mais à quoi d'autre pouvait-on s'attendre de leur part, se dit-il, pour se consoler. Certes, ils étaient efficaces et bien intentionnés, obéissants aussi et de commerce agréable, mais souvent par trop stupides. Du haut de la maison, il regardait la colline. Combien de fois avaient-ils, ses compagnons et lui, à table du dîner, tiré en imagination les plans de la maison qu'ils bâtiraient? Combien de fois s'était-il interrogé sur l'exactitude des spécifications données pour cette planète dans les rapports d'exploration où il l'avait choisie, de crainte que le site ne correspondît pas en tout point à la description. Mais la maison était là, issue, semblait-il, d'un roman de Hardy ou du manoir de Baskerville, vieux rêve transformé en une confortable réalité. Il distinguait le corps du bâtiment avec ses fenêtres éclairées, la masse sombre des ailes conçues pour abriter le bétail, qui était arrivé par l'astronef sous forme d'embryon gelé et sortirait bientôt des incubateurs. Puis la terre plate, qui dans quelques mois se couvrirait de champs et de jardins, et enfin au nord, le vaisseau immobile, après son long voyage. Sous ses yeux, la première étoile brillante s'illumina juste au-dessus de l'astronef, ce qui le fit ressembler à une bougie de Noël, symbolique. Il descendit la colline, sentant sur son visage souffler le vent du soir, humant dans les ailes l'antique senteur des bruyères, et son cœur était plein de joie. Ce bonheur éveilla en lui un remords, mais il se dit qu'il était justifié. Le voyage, puis l'atterrissage s'était bien passé, et il se retrouverait propriétaire indiscuté de toute une planète sur laquelle, avec le temps, il fonderait une famille et une dynastie. Car de temps, il n'en manquait pas.
Inutile de se presser. Il avait pour lui l'éternité entière, s'il le désirait. Mais surtout, il avait de bons compagnons. Quand il franchirait le seuil, il les trouverait en train de l'attendre. Des rires fuseraient, un verre se tendrait vers lui, ensuite on dînerait sans hâte, et plus tard on boirait tranquillement un cognac devant les flammes ronflantes, en conversant, intimement, sobrement, entre amis. Plus que toute autre chose, c'était, se dit-il, ces conversations qui avaient protégé leur équilibre mental au cours de leur immense périple, et aussi leur mutuel amour, leur mutuelle estime pour les aspects les plus beaux de la civilisation humaine, les arts, la bonne littérature, la philosophie. Que si personnes eussent réussi à cohabiter pendant un siècle dans un espace restreint sans le moindre accrochage, sans la moindre attaque de claustrophobie, voilà qui sortait de l'ordinaire. Il l'attendait entre les murs du manoir à la lueur des flammes et des bougies. Quand il les rejoindrait, les cocktails seraient déjà prêts, la conversation nouée, et leur bonne amitié, leur parfaite compréhension réchaufferaient la pièce. Cromford Adams serait assis dans le grand fauteuil près de la cheminée, les yeux fixés sur les flammes, perdu dans ses pensées, car il était le philosophe du groupe. Aline Barbage, accoudée au linteau, un verre à la main, le regard pétillant d'humour, s'entretiendrait avec Cosette Middleton, qui lui donnerait la réplique en riant, car elle était la plus gaie d'entre tous, avec son espièglerie et ses cheveux d'or. Anna Quincy serait probablement en train de lire, pelotonnée dans un fauteuil, et Mary Foyle attendrait simplement sa venue, heureuse de vivre, heureuse d'être avec des amis. C'étaient là, se dit-il, les compagnons de son long voyage, si compréhensifs, si tolérants, si courtois qu'un siècle n'avait pas suffi à émousser les charmes de leur amitié. L'évocation de ces 5 amis en train de l'attendre, le désir de se trouver en leur compagnie, de leur raconter sa promenade dans la lande, de discuter avec eux quelques détails de leur plan, incita Winston Kirby à presser le pas, chose qui ne lui arrivait presque jamais. Il s'engagea dans l'allée. Le vent se refroidissait comme toujours à la nuit tombée, et il releva le col de sa veste pour mieux se protéger derrière ce faible rempart. Devant la porte, il s'arrêta un instant, malgré le froid, afin de savourer la satisfaction que ne manquerait jamais de lui procurer la charpente massive, la solidité, la robustesse de la maison. Elle était faite pour résister au siècle, pensa-t-il, pour abriter toute une dynastie et un parfum d'éternité émané de ses murs. Il appuya sur le loquet, poussa de tout son poids sur la porte qui s'ouvrit lentement. Une bouffée d'air tiède l'accueillit. Il pénétra dans le hall et referma la porte derrière lui, en ôtant puis en suspendant sa veste et sa casquette. Il racla le sol de ses pieds et fit le plus de bruit possible pour aviser les autres de son retour. Mais il n'y eut aucune exclamation de bienvenue, nul éclat de rire dans la pièce voisine. Le silence y régnait. Il pivota si rapidement que sa main resta accrochée à sa veste et la délogea du porte-manteau. Elle tomba par terre avec un bruissement d'étoffe et y resta, petite masse sombre. Brusquement, ses jambes s'étaient glacées, alourdies, et, quand il voulut se hâter, sentant la froide morsure de la peur, il ne put que se traîner. Il atteignit le seuil et se figea sous le choc. D'elle-même, ses mains agrippèrent le chambranle. Il n'y avait personne dans la pièce. Et pis encore, la pièce elle-même s'était transformée. Les compagnons avaient disparu. Et avec eux, le riche ameublement, le confort, le luxe. Il n'y avait plus de tapis sur le sol, plus de rideaux aux fenêtres, plus de tableaux sur les murs. La cheminée, dénudée, montrait ses dalles froides. Les meubles, le peu qu'il en restait, étaient primitifs, assemblés à la diable. Il se composait en tout et pour tout d'un tabouret à 3 pieds, tiré devant une table, en forme de tréteau dressé pour un seul couvert.
Winston Kirby voulut appeler. D'abord les mots s'étranglèrent dans sa gorge, et il ne put émettre le moindre son. Au second essai, il y parvint. « Job! Job! Où êtes-vous » De l'intérieur de la maison, Job accourut. « Que se passe-t-il, monsieur ?»« Où sont les autres? Où sont-ils partis? Pourquoi ne m'attendent-ils pas ?» Job secoua la tête. Ce fut un mouvement à peine perceptible, une rapide rotation de droite à gauche. « Ils ne sont jamais venus, monsieur Kirby. »« Comment ? Mais ils étaient ici, ce matin. Quand je suis parti, ils savaient que je reviendrais. »« Vous ne comprenez pas, monsieur. Ils n'ont jamais existé. Nous ne sommes ici que vous et moi, et les autres robots, ainsi que les embryons, bien sûr. » Winston Kirby lâcha la porte et s'avança de quelque part. « C'est une plaisanterie, Job, » dit-il. Mais en même temps, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Les robots ne plaisantaient jamais. « Nous vous les avons laissés le plus longtemps possible, » dit Job. « Nous avons beaucoup regretté de devoir vous les prendre, mais il nous fallait le matériel pour les incubateurs. » Cependant, cette pièce, ces tapis, ces meubles, c'est... Tout en fait partie, monsieur. Tout faisait partie du Dimensino. Winston Kirby traversa lentement la pièce, se servit de son pied pour attirer vers lui le tabouret, s'assit pesamment. « Le Dimensino » répéta-t-il. « Vous vous en souvenez sûrement ?» Il fronça les sourcils pour indiquer que non, mais la mémoire lui revenait en partie, lentement, comme à contre-cœur après toutes ces années d'oubli. Il lutta contre elle. Il refusa de savoir et de se rappeler. Il repoussa le souvenir dans l'obscur recoin de son esprit d'où il venait de surgir. C'était un sacrilège, une trahison, c'était la folie. « Tout s'est bien passé pour les embryons humains, » lui dit Job. « Sur les 1000, 3 seulement ne sont pas viables. » Winston Kirby secoua la tête, comme pour dissiper la brume dont son cerveau était envahi. « Les incubateurs sont installés dans les ailes, monsieur, » dit Job. « Nous avons retardé le plus longtemps possible l'instant de vous reprendre le matériel de Dimensino. Nous vous l'avons laissé jusqu'au dernier moment. Peut-être les choses auraient-elles été plus faciles si nous avions pu vous l'enlever graduellement, mais cela n'a pas été prévu. Où l'on a le Dimensino, où on ne l'a pas. » Bien sûr, fit Winston, d'une voix légèrement embarrassée. Vous avez agi avec beaucoup de délicatesse, je vous en suis très reconnaissant. Il se leva en titubant et se passa la main dans les cheveux. « C'est impossible, » dit-il, « tout bonnement impossible. J'ai vécu 100 ans avec eux. Ils étaient aussi réels que moi. Ils étaient faits de chair et de sang. Je peux vous l'assurer. Ils étaient... » La pièce restait vide et nue, sardonique, inhumaine, dans sa moqueuse cruauté. « Mais si, c'est possible, » dit Job avec douceur. « Tout s'est passé selon les prévisions. Vous êtes ici, sain d'esprit, grâce au Dimensino. Le développement des embryons a dépassé nos espérances, le matériel est intact. Dans 8 mois environ, les enfants sortiront des incubateurs. À ce moment-là, nos jardins seront plantés, et les premiers légumes prêts pour la récolte. Les embryons de bétail auront également quitté les incubateurs, et la colonie se suffira à elle-même. » À grandes enjambées, Winston Kirby se dirigea vers la table. Il prit entre ses mains l'assiette unique. Elle était faite d'un plastique léger. « Dites-moi, » s'informa-t-il, « y a-t-il ici des services de porcelaine, des verres, de l'argenterie ?» Job parut surpris, pour autant que son état de robot le lui permit. « Bien sûr que non, monsieur. Nous n'avons pas assez de place pour emporter autre chose que le strict nécessaire. La porcelaine, l'argenterie et le reste devront attendre longtemps encore. » « Et ce sont des rations de navigateurs que j'ai mangées ? » ?»« Naturellement, monsieur. Nous avions si peu de place et tant de choses à transporter. »
Tout en tapotant légèrement l'assiette sur la table, Winston Kirby revit en imagination ses autres dîners, au bord du vaisseau et depuis l'atterrissage. Le potage fumant dans la soupière luisante, les côtelettes roses et juteuses, les grosses pommes de terre qui fondaient dans la bouche, les salades vertes et craquantes, l'éclat de l'argent poli, le doux chatoiement de la porcelaine, le... « Job, dit-il. »« Monsieur ?» C'était vraiment une illusion ? » ?»« Hélas, oui. Je le regrette, monsieur. »« Et vous, les robots ? » ?»« Nous nous portons tous très bien, monsieur. Pour nous, c'était différent. Nous sommes capables d'affronter la réalité. Les humains, eux, ne le peuvent pas. Parfois, il vaut mieux qu'ils en soient préservés. » »« Mais plus maintenant. » »« Plus maintenant, monsieur. Maintenant, il faut voir les choses en face. » Winston Kirby reposa l'assiette sur la table et se tourna vers le robot. « Je monte me changer. Je suppose que le dîner sera bientôt prêt. Les rations, sans doute. »« Je vous ai préparé quelque chose de spécial ce soir, » dit Job. « Ézéchias a trouvé des lichens et j'ai fait un peu de potage. »« Magnifique, » dit Winston Kirby en réprimant à grande peine une grimace. Au moment où il allait entrer dans sa chambre, un autre robot descendit l'escalier. « Bonsoir, monsieur, » dit-il. « Et qui êtes-vous ?»« Salomon, monsieur. Je m'occupe des nurseries. »« J'espère que vous les insonoriserez. »« Oh non, monsieur. Nous ne faisons rien de tel. Nous n'avons ni le temps, ni les matériaux. »« Eh bien, continuez, » dit Winston Kirby. Il passa dans sa chambre. Ce n'était pas sa chambre. La pièce était petite et nue. Une couchette remplaçait le grand lit à colonnes dans lequel il avait dormi. Il n'y avait ni tapis, ni miroir, ni fauteuil. Tout à l'heure, il avait prononcé le mot « illusion » sans y croire vraiment. Mais ici, il ne s'agissait plus d'illusion. Une sinistre réalité, une réalité qu'il avait longtemps différée, enveloppait la pièce de son ombre glaciale. Seul dans cette chambre minuscule, il la vit face à face, et il éprouva l'horrible sentiment d'une perte irrémédiable. L'illusion avait été prolongée le plus possible dans le futur, et cela moins par pitié ou délicatesse que pour obéir à une dure nécessité. C'était une concession, commandée par le bon sens, à la vulnérabilité humaine. Car nul homme, tout équilibré, tout immortel qu'il fût, n'aurait pu survivre intact de corps et d'esprit à un voyage tel que celui-ci. Pour résister à 100 ans de vie dans l'espace, il fallait une illusion, et une présence capable de procurer un sentiment de sécurité et un but à l'existence quotidienne. Mais cette présence devait être plus qu'humaine, car la compagnie des hommes, à supposer même qu'il s'agit d'êtres exceptionnels, n'aurait pas manqué de provoquer d'innombrables frictions et de dangereuses crises de claustrophobie. Le Dimensino résolvait la question. Il fournissait une illusion de présence qui s'adaptait avec souplesse à tous les mouvements d'humeur, à tous les besoins du sujet humain, sans oublier l'arrière-plan de cette présence, un mode de vie répondant aux vœux du sujet, plus solide en apparence que tout ce que les hommes pouvaient connaître dans des circonstances normales. Winston Kirby s'assit sur sa couchette et se mit à délacer ses grosses chaussures de marche. Le sens pratique de la race humaine, pensa-t-il. Pratique au point de se leurrer délibérément pour atteindre sa destination. Pratique au point de fabriquer le matériel du Dimensino selon des spécifications qui, par la suite, pourraient s'appliquer aux incubateurs. Mais prêt à courir un risque quand il le fallait, prêt à parier qu'un homme pouvait survivre pendant 1 siècle dans l'espace, à condition d'être suffisamment protégé contre la réalité. Protégé contre une apparence de chair et de sang qui, en fait, existait uniquement par la grâce de l'esprit humain, assisté de circuits électroniques compliqués. Car jamais
Aucun vaisseau n'était parti si loin pour accomplir une mission de colonisation. Jamais aucun homme n'avait existé pendant plus de 50 ans sous l'influence du Dimensino. Mais rares étaient les planètes où l'homme pouvait implanter une colonie dans des conditions naturelles sans précautions excessives ou installations coûteuses. De ces planètes, les plus proches avaient été colonisées et à la suite d'examens minutieux, celle où il avait finalement atterri s'était révélée particulièrement séduisante. Donc la Terre et l'homme avaient parié. Un homme surtout, pensa Winston Kirby avec orgueil, mais l'orgueil laissa dans sa bouche un goût de cendre. Il se rappela que les risques avaient été de 5 contre 3. Et pourtant, malgré son amertume, il reconnut toute la signification de son exploit. C'était une nouvelle brèche, un nouveau triomphe pour le petit cerveau affairé qui cognait à la porte de toute éternité. Cela voulait dire que la galaxie était ouverte, que la Terre pouvait demeurer le centre d'un empire en expansion, que le Dimensino et les immortels parviendraient jusqu'aux confins de l'espace, que la semence de l'homme s'éparpillerait dans l'univers sous forme d'embryons gelés, parcourrait des distances obscures et glaciales que le cerveau ne pouvait imaginer sans souffrance. Il fouilla dans la petite commode, trouva des habits de rechange, les étala sur la couchette et se mit à dépouiller ses vêtements de marche. Tout s'était passé selon les prévisions, avait dit Job. Les dimensions de la maison excédaient celles qu'il avait indiquées au robot, mais ceux-ci ne s'étaient pas trompés. Il fallait un bâtiment de taille imposante pour abriter 1000 bébés. Les incubateurs étaient montés, les nurseries bientôt prêtes et une nouvelle colonie venait de naître loin de la Terre. Car l'existence de ces colonies était importante, pensa-t-il, en se reportant un siècle en arrière quand, en compagnie de plusieurs de ses semblables, il avait tiré ses plans, y compris celui qui lui permettait de se leurrer et de préserver ainsi son équilibre mental. En effet, les mutations qui donnaient naissance aux immortels se faisaient de plus en plus nombreuses. Le jour n'était pas loin où la race humaine aurait besoin de toute la place possible. Et c'étaient ces mutants, ces immortels, qui formaient la clé de voûte des programmes de colonisation. Il partait en qualité de père fondateur pour superviser les débuts de chaque colonie. Il restait aussi longtemps que nécessaire, jouant le rôle de l'aîné jusqu'à ce que les colons puissent se tirer d'affaire tout seuls. Il se dit que pendant de nombreuses années, il n'aurait pas de temps à perdre. Il serait à la fois le père, le tuteur, le juge, le sage et l'administrateur, le glorieux patriarche d'une tribu toute neuve. Il enfila son pantalon, glissa ses pieds dans ses chaussures, se leva pour rentrer le pan de sa chemise dans sa ceinture, puis, poussé par la force de l'habitude, il se tourna vers le miroir. Le miroir était là. Il se figea, abasourdi, fixant d'un œil stupide sa propre image. Il vit se profiler derrière elle le grand lit à colonnes et les fauteuils. Il pivota sur ses talons. Le lit et les fauteuils avaient disparu. Il ne restait plus que la couchette et la commode dans la petite chambre étriquée. Il s'assit lentement, les mains serrées l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler. Ce n'était pas vrai, ça ne pouvait être vrai. Le Dimensino n'existait plus. Et pourtant il était toujours là, tapi dans son cerveau, prêt à apparaître à la moindre tentative. Winston Kirby essaya et ce fut facile. La chambre se transforma, redevint telle que dans ses souvenirs, avec son grand miroir, son lit massif sur lequel il était assis, ses épais tapis, son bar étincelant, ses élégantes draperies. Il essaya de chasser tout cela uniquement parce que dans un compartiment obscur et reculé de son cerveau quelque chose lui soufflait que c'était son devoir. Mais le décor ne changea pas. Il fournit un nouvel effort, puis un autre encore, mais sans résultat, et il sentit sa volonté d'y parvenir s'évader de sa conscience. « Non !» hurla-t-il terrorisé, et sa terreur agit.
Il se retrouva dans la petite pièce nue. Alors il se rendit compte qu'il respirait avec difficulté, comme s'il venait de gravir une pente abrupte. Il avait les mains crispées, les dents serrées et des filets de sueur lui dégoulinaient le long des côtes. Ce serait si facile, pensa-t-il, si facile et si doux de se laisser glisser en arrière, de revenir à l'ancienne sécurité, à la chaude amitié, à l'absence de préoccupations urgentes. Mais il ne le fallait pas, car une besogne l'attendait, une besogne qui lui paraissait à présent déplaisante, froide, stérile, et pourtant qu'il était de son devoir d'accomplir. Car il ne s'agissait pas seulement de fonder une nouvelle colonie, mais de percer une brèche, de prouver indiscutablement et une fois pour toutes que l'homme n'était plus enchaîné ni par le temps, ni par la distance. Cependant, on devait compter avec ce danger, au lieu de l'abriter dans son esprit, il fallait l'étudier en détail et le décrire minutieusement, afin que sur la Terre, on imaginât un moyen d'y remédier ou de le détruire. Était-ce un effet secondaire ou une simple accoutumance ? Se demanda-t-il, car le rôle du Dimensino se bornait à assister l'esprit humain, et cela dans un but très curieux, la production d'hallucinations contrôlées agissant au niveau des désirs les plus profonds. Mais au bout d'un siècle, peut-être, l'esprit humain avait-il parfaitement assimilé la technique, au point que le Dimensino ne lui était plus nécessaire. Il se dit que la réalité aurait dû lui apparaître depuis longtemps. Il avait fait de longues promenades et pendant ces heures de solitude, l'illusion ne s'était pas dissipée. Il avait fallu le choc brutal du silence et du vide, là où il avait cru trouver des rires et des éclats de voix, pour pénétrer la brume dans laquelle il se mouvait depuis un siècle. Mais cette brume, cet état d'esprit conditionné, rôdait encore en lui, à l'affût derrière chaque buisson. Dans combien de temps cette faculté commencerait-elle à s'user ? Que pouvait-il faire pour la détruire complètement ? Comment s'y prendrait-on pour oublier ce qu'on avait mis un siècle à apprendre ? Et de quoi exactement fallait-il se méfier ? Une pensée consciente ? Un ordre précis était-il nécessaire pour recréer l'illusion ou pouvait-on s'y laisser glisser inconsciemment dans un effort involontaire pour fuir une réalité détestée? Il devait avertir les robots. Il devait discuter avec eux de cette situation, mettre sur pied quelques dispositifs de secours capables de le protéger contre ses propres désirs ou ses propres instincts, imaginer quelques remèdes énergiques qui le sauveraient s'il retombait dans l'ancienne illusion. Et pourtant, se dit-il, comme ce serait agréable de quitter cette pièce, de descendre l'escalier, de trouver les autres en train de l'attendre, le verre à la main, dans la rumeur de la conversation. « Arrête !» hurla-t-il. Chasser l'illusion de son désir, voilà ce qu'il fallait faire. Ne plus même y penser. Travailler trop dur pour n'avoir le temps, revenir le soir épuisé au point de s'endormir à peine couché et de ne plus avoir la force de rêver. Il se répéta mentalement tout ce qu'il avait à faire. Surveiller les incubateurs, préparer le sol pour les jardins et les cultures, alimenter les générateurs atomiques, rentrer du bois pour le cas où l'on aurait besoin de bâtir, explorer, dresser des cartes, visiter le territoire adjacent, réviser l'astronef qui devait revenir sur la Terre avec un robot pour tout équipage. Il en remplit son cerveau. Il prit note de tout ce qui pourrait l'occuper plus tard et il organisa ses journées, ses mois, ses années futures. Enfin, il se sentit satisfait. Il avait retrouvé le contrôle de son esprit. Il lassa ses chaussures et acheva de boutonner sa chemise. Puis il ouvrit la porte et d'un pas ferme sortit sur le palier. Dans la cage de l'escalier flottait un murmure de voix qui l'arrêta net. La peur reflua en lui, puis elle s'évapora. Il eut un grand élan de joie et il fit un pas en avant. En haut des marches, il s'accrocha à la rampe. Des sonnettes d'alarme retentissaient dans son cerveau et sa joie le quitta. Un chagrin, une peine affreuse, terrible, l'envahit.
De l'endroit où il se tenait, il apercevait un coin de la pièce au rez-de-chaussée. Il voyait des tapis, des draperies et des tableaux, et une fragile chaise dorée. Avec un gémissement, il tourna les talons et s'enfuit dans sa chambre. Il claqua la porte et s'y adossa. Sa chambre était normale, nue, vide et froide. « Dieu merci !» pensa-t-il. « Dieu merci !» Mais de l'escalier, un appel s'éleva. « Winston ? Voyons, Winston, que se passe-t-il ? Dépêchez-vous !» Et une autre voix. « Winston, nous faisons la fête ce soir. Nous avons un cochon de lait. » Une autre encore. « Avec une pomme dans la bouche ?» Il ne répondit pas. « Ils vont s'en aller, » se dit-il. « Ils vont s'en aller. » Il avait beau se répéter cela, toute une moitié de son être, bien plus qu'une moitié, désirait ardemment ouvrir cette porte, descendre cet escalier, connaître à nouveau l'ancienne sécurité et la vieille amitié. Il se rendit compte que ses deux mains étaient derrière son dos et qu'elle serrait la poignée de la porte comme figée. Il entendit des bruits de pas dans l'escalier et les voix gaies, amicales, de ceux qui venaient le chercher. Le Père fondateur est une nouvelle de Clifford D. Simak, extraite du recueil La croisade de l'idiot, publié aux éditions de Noël. Narration, réalisation future, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.